C'est bon? Donc là, le son est bon? Eh ben, allez, alors c'est parti, mesdames et messieurs, on remet la vidéo du début. Bonjour à tous et Alors bienvenue attendez, au dans ce début, nouveau on s'en bat les couilles. 35e président. Raconter une histoire qu'on voulait vous relater depuis Voilà. très longtemps. Celle des mystères qui entourent l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. On est le 22 novembre 1963. Et ce jour-là, JFK est en déplacement au Texas, à Dallas, dans le cadre de sa campagne de réélection à la présidence des États-Unis. Et c'est alors qu'il est à bord d'une Lincoln décapotable aux côtés de sa femme Jackie qu'à 12h30, des coups de feu retentissent. Le président est visé par des tirs et l'un le touche en pleine tête. Il meurt peu de temps après. Aïe aïe Dans les aïe. heures qui suivent, la police démasque un suspect, Lee Harvey Oswald. Il s'agit du tireur présumé. Pourtant, Oswald clame son innocence. Il n'est qu'un pigeon, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'assassinat. Mais il n'a pas le temps de révéler la vérité car il se fait à son tour assassiner 2 jours plus tard. Mais qui est vraiment derrière l'assassinat de JFK? S'agit-il d'un simple tireur solitaire comme le prétend l'enquête ou d'autres personnes ont-elles été impliquées dans l'ombre? Au fil des années, la version officielle de l'assassinat de JFK est remise en doute. Des incohérences apparaissent dans le dossier et surtout de nouveaux indices, de nouveaux témoins pointent vers un vaste complot impliquant les parrains de la mafia. Avant Mafia. de découvrir cette enquête passionnante, les amis, quelques mots sur le partenaire de cet épisode. Ah, toujours les Il placements de s'agit produits là, de merde. Displate. Displate, robuste, Merde. design, série, que profitez de la thématique du jour, que vous voulez découvrir les figures en passant par ce lien. Et évidemment, attendre de plonger dans les années 1960 et de partir à la découverte 1960. des mystères de l'assassinat Ceux de qui ont la JFK. ref. C'est un film ou ça se passe comment là? « 10 Benoît novembre Alban. 1963, résidence de la famille Kennedy, Virginie, États-Unis. Assis sur un muret en pierre, John Fitzgerald Kennedy observe sa femme Jacqueline qui monte à cheval. Dans sa maison de campagne, située à quelques encablures de Washington, le 35e président des États-Unis se repose aux côtés de son épouse et de ses 2 enfants, John Jr. et Caroline. La journée, il lit le journal, joue au golf ou s'occupe des animaux de la ferme. Ici, dans leur retraite familiale, les Kennedy s'octroient une parenthèse, loin du tumulte de la Maison-Blanche. Ces moments d'intimité sont rares et précieux, car le président est très occupé. Il est en campagne électorale. 3 ans auparavant, John Fitzgerald Kennedy a été élu président des États-Unis à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Il l'a emporté de justesse, avec moins de 0,2% des suffrages d'avance sur son adversaire. It is the climax of one of the closest, most dramatic elections in American history. Et ses années de mandat ont été très mouvementées. Il a dû affronter l'échec de la baie des Cochons, un débarquement raté sur Cuba, orchestré par la CIA pour renverser Fidel Castro. Il a également lancé la course à la Lune. Et surtout, il a dû gérer la crise des missiles de Cuba. Une confrontation qui oppose les États-Unis et l'Union soviétique, qui a failli plonger le monde dans la guerre nucléaire. Bien déterminé à briguer un second mandat, Kennedy vient de se lancer dans une nouvelle campagne électorale. Ce 10 novembre 1963, il s'est accordé une dernière pause. Sur ses ultimes images privées, le président apparaît détendu et décontracté. Mais la réalité est tout autre. Car dans quelques jours, le président candidat doit effectuer son premier déplacement. Mais un déplacement à haut risque, au Texas. L'État du Sud lui est naturellement hostile. Dans ce bastion des Républicains, le camp opposé de Kennedy, le président démocrate y est vu comme un traître par une partie de la population. La tension est à son comble. Plusieurs conseillers ont averti Kennedy. Sa vie est en danger. Il l'implore d'annuler son déplacement. Mais le président ne veut pas passer pour un lâche. Ainsi,
11 jours plus tard, le 21 novembre 1963, le couple Kennedy s'envole pour le Texas. Jackie se ronge les sangs. Le 22 novembre au matin, alors que les époux doivent embarquer pour Dallas, Kennedy a un mauvais pressentiment. Avant de monter dans l'avion, il se tourne vers son épouse et, d'un air détaché, dit, comme une prémonition: On va au pays des dingues aujourd'hui. Mais Jackie, si quelqu'un veut me tirer dessus depuis une fenêtre, personne ne peut l'arrêter. Alors, pourquoi s'inquiéter? Aïe aïe. 22 novembre 1963. C'était qui son adversaire à 63? Ah ouais. Ça date, hein. Je me demande quel âge il avait en plus à cette époque-là. 40 ans, 30 ans, un peu par là quoi. Et des petits enfants, il devait avoir 35. La décapotable. Je suis pas sûr que ça soit. Je suis même pas sûr maintenant que les présidents ils roulent en décapotable. Hein. Je crois depuis cet événement-là, ils roulent plus en décapotable. « 22 novembre 1963, 12h30. John Fitzgerald Kennedy est visé par des tirs en provenance d'un bâtiment derrière le convoi présidentiel. Un premier coup de feu retentit et touche le président au cou. Une balle touche le gouverneur Connally, assis à l'avant de la voiture. Un dernier coup de feu résonne et atteint cette fois Kennedy en pleine tête. On va te faire même, je pense, dans la un gorge. geste désespéré, Jackie se précipite à l'arrière de la Lincoln et ramasse les morceaux de cervelle de son mari. Puis, la voiture présidentielle accélère et arrive en trombe à l'hôpital. Mais c'est trop tard. Jackie Kennedy, installée à côté de son mari dans la voiture, raconte ce moment qui la marquera à jamais. J'ai vu Connally attraper son bras et crier « Non, non, non !» en agitant le poing. Puis j'ai vu Jack se retourner. Sa dernière expression était si nette. Vous savez, cette expression merveilleuse qu'il avait quand je lui posais une question sur l'une des 10 millions de pièces d'une fusée. Juste avant qu'il ne réponde, il eut l'air perplexe. Puis il bascula en avant. Il s'est effondré sur mes genoux. Son sang et sa cervelle étaient sur mes genoux. Ah, J'ai continué à dire « Jack, Jack, Jack !» Et quelqu'un criait « Il est mort, il est mort !» Sur la route pour l'hôpital, je suis restée penchée sur lui. Je disais « Jack, Jack, tu m'entends? Je t'aime, Jack. » À 13h, tragique. John Hein. Fitzgerald Kennedy est déclaré mort. Le 35e président des États-Unis vient d'être assassiné. C'est le début d'une des énigmes les plus importantes du XXe siècle. Ah, putain, c'est. Ah, c'est bizarre. C'est ouais, Dans c'est les heures qui spécial. suivent l'assassinat, un suspect est arrêté. L'homme est employé dans le dépôt de livres scolaires d'où les coups de feu sont vraisemblablement partis. L'individu a été vu dans les locaux au moment des faits. Il se serait enfui, aurait tué un policier avant de se cacher dans un cinéma. Cet homme, c'est Lee Harvey Oswald, 23 ans. Ancien membre de la marine, il s'est marié à une soviétique et a vécu en URSS avant de revenir sur le sol américain. Le suspect est dépeint comme un fervent communiste. La police de Dallas retrouve dans ses papiers une carte militaire avec un faux nom, le même qui lui aurait servi à acheter une arme. À l'intérieur du vaste bâtiment en briques, duquel seraient partis les coups de feu, les policiers font une découverte flagrante. Au 5e étage, près d'une fenêtre entrouverte et derrière des piles de cartons, les agents tombent sur une planque. 3 douilles jonchent le sol. Et non loin de là, une carabine a été cachée à la hâte. Celle-là même qu'aurait acheté Oswald. Tout semble concorder. Le jeune homme de 23 ans serait le tueur.
Oswald aurait utilisé son emploi comme une couverture pour venir se poster à la fenêtre. Il aurait ensuite tiré 3 coups de feu avant de tenter de s'enfuir. Pourtant, dès son arrestation, Oswald clame son innocence. Devant la nuée de caméras, il implore. Il ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Il n'a rien fait. Il n'est qu'un pigeon. I don't know what this is all about. I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. I'm just a patsy. Oswald n'a néanmoins pas le temps de révéler tout ce qu'il sait. 2 jours plus tard, lors de son transfert du commissariat de Dallas vers la prison, il est abattu d'une balle dans l'abdomen devant les caméras et les journalistes. L'homme qui vient d'assassiner Oswald est Jack Ruby, un tenancier de boîte de nuit locale. Il explique son geste en clamant qu'il voulait éviter à Jackie Kennedy la douleur d'un procès. 2 heures après, la police de Dallas organise une conférence de presse. Why do you think he would want to kill the president? The only thing I do is take the evidence presented to jury, and I don't pass on why he did it or anything else. We're just interested in proving that he did it, which I think we have. Il n'y a pas de place au doute. Lee Harvey Oswald est bel et bien l'assassin de John Fitzgerald Kennedy. 3 jours plus tard, le 25 novembre 1963, le 35e président des États-Unis est enterré lors de funérailles nationales. Jack Ruby, quant à lui, est envoyé en prison. L'affaire est close. Et ben fin de la vidéo, 19 juin 13 minutes. 1975, 12 ans plus tard. Chicago. Dans une maison cossue de la banlieue de Chicago, un homme fait cuire des saucisses dans son sous-sol. L'individu, âgé de 67 ans, au crâne dégarni et aux joues tombantes, profite de sa retraite. L'homme qui jouit d'un train de vie confortable n'est pas n'importe qui. C'est Sam Giancana, un des plus puissants parrains de la mafia aux États-Unis. Ancien patron de la Outfit de Chicago, la famille du crime organisé de la ville, il a été l'un des successeurs d'Al Capone. Le mafieux a trempé dans des affaires de meurtre, de violence et de corruption. Alors que Giancana se prépare un encas, quelqu'un sonne à la porte. Puis, quelques instants plus tard, des coups de feu retentissent. Il est abattu de plusieurs balles dans le cou et la bouche. Oh, mais tout le monde s'entretue ou quoi? C'est pas Fortnite, les gars, arrêtez. Il a été assassiné car il s'apprêtait à parler. En effet, Giancana avait accepté de témoigner devant une commission du Congrès. Une commission chargée de faire toute la lumière sur l'affaire la plus sensible des États-Unis, l'assassinat du président Kennedy. Le boss a été tué Sam par un Giancana, autre boss. haut placé dans l'organisation du crime, semblait détenir des informations capitales. Il s'était d'ailleurs vanté auprès de son frère d'avoir contribué à éliminer le président. Malheureusement, il emporte avec lui ses secrets. Aïe aïe aïe, L'année caramba. suivante, en 1976, un autre homme est convoqué devant la commission d'enquête. Il s'agit de John Roselli, le parrain de Las Vegas et bras droit de Sam Giancana. Lui aussi en sait long sur la mort de l'ancien La président papa. et lui aussi a accepté de parler. Mais le jour de sa convocation, il ne se présente pas. Ah. Et pour cause. Son corps est retrouvé Ah, quelques bah oui. jours plus tard à l'intérieur Ça, d'un c'est- fût de pétrole, C'est bizarre. flottant dans la baie de Miami. Qui manigance tout ça? Des mafieux parmi les plus influents des États-Unis se sont-ils fait éliminer avant de parler devant des commissions du Congrès? Que savait-il sur l'assassinat de Kennedy? Connaissait-il les véritables instigateurs? Étaient-ils eux-mêmes impliqués? En réalité, le meurtre du 35e président des États-Unis est une affaire beaucoup plus complexe que ne le prétend la version officielle. Les soupçons s'accumulent, comme les questions. L'assassinat serait-il le fruit d'un vaste complot impliquant la pègre? Et plus troublant encore, y aurait-il des liens entre la mafia et les Kennedy? Après, moi. Bon, bref. En fait, la famille Kennedy et la pègre se connaissent depuis bien longtemps.
L'histoire débute dans les années 1920-1930. À cette époque, Joe Kennedy, le père du défunt président, fait fortune grâce à la spéculation puis au commerce d'alcool. Ses activités l'amènent invariablement à côtoyer des membres de la mafia. Sur les cours de golf, il lui arrive de jouer avec le mafieux John Roselli. Joe Kennedy n'hésite d'ailleurs pas non plus à collaborer avec des membres de l'outfit de Chicago, alors dirigé par Sam Giancana. Ainsi, lorsque son fils, John, jeune sénateur et ambitieux politicien, se présente à l'élection présidentielle américaine, l'ombre de la mafia plane sur sa campagne. Lors de l'élection de 1960, le FBI s'inquiète même des étranges soutiens du candidat Kennedy. Dans un rapport, il est écrit « Des membres du milieu soutiennent financièrement et font d'actifs efforts pour assurer la nomination comme candidat démocrate à la présidence le sénateur John F. Kennedy. » En effet, derrière ces apparences de gendre idéal, JFK est loin d'ignorer le monde du crime organisé. L'homme politique enchaîne les frasques, les aventures extra-conjugales et les contacts à la moralité douteuse. Au cours de soirées arrosées en compagnie de son ami Frank Sinatra, lui aussi connecté à la pègre, JFK fait la rencontre d'une femme qui deviendra sa maîtresse, Judith Campbell. Et il le sait, celle-ci est également la maîtresse d'un autre homme, Sam Giancana. Mais cette sombre facette de la personnalité du candidat démocrate est totalement inconnue alors de l'électorat et du grand public américain. Pour eux, c'est une figure jeune, moderne, glamour et très médiatique. I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Alors, lorsque Kennedy prend la tête du pays, les chefs mafieux pensent que le jeune président est de leur côté, qu'il va les laisser faire et, surtout, qu'il va évincer Fidel Castro du pouvoir à Cuba. Car le dictateur cubain leur a fait perdre beaucoup d'argent. En faisant saisir les casinos et les possessions des parrains sur son île, Castro les a privés d'une importante source de revenus. Mais après le débarquement raté de la baie des Cochons en 1961 et la crise des missiles en 1962, Kennedy tente de normaliser les relations avec son voisin cubain. Pour lui, plus question de renverser Fidel Castro. Un choix qui ne fait pas l'unanimité, que ce soit au sein de la classe politique américaine, de la CIA ou encore de la mafia. De plus, au lieu de laisser la mafia prospérer aux États-Unis, l'administration Kennedy lance une véritable croisade contre le crime organisé. Robert Kennedy, le frère de JFK, nommé procureur général des États-Unis, l'équivalent du ministre de la Justice, est déterminé à éradiquer le grand banditisme. Ainsi, pendant 3 ans, le nombre des condamnations explose. Les parrains, Sam Giancana, John Roselli, Carlos Marcello et Santo Trafficante, sont dans le collimateur du jeune frère du président. Près de 2000 poursuites sont engagées contre les mafieux. Certains se retrouvent derrière les barreaux et d'autres sont même chassés des États-Unis. Même Frank Sinatra, ami de John Kennedy, est mis à l'écart de la Maison-Blanche et Sam Giancana est surveillé en permanence par le FBI. Dans des conversations privées, les parrains crient vengeance, maudissent le président et son frère. Ainsi, le 22 novembre 1963, lorsque Kennedy est abattu et que l'Amérique tout entière est sous le choc, le crime organisé crie victoire. Cerise sur le gâteau, l'enquête officielle qui a conclu à la seule culpabilité d'Oswald ne semble pas les impliquer le moins du monde. Lorsqu'une semaine après le drame, Lyndon Johnson, nouveau président des États-Unis, ordonne la création d'une commission d'enquête pour élucider le meurtre de Kennedy, l'opinion publique est survoltée et de nombreuses théories voient le jour. Pour certains, les communistes, ou même Fidel Castro en personne, seraient à la manœuvre. Pour d'autres, c'est l'extrême droite qui a commandité l'attentat. Sous la direction d'Earl Warren, la commission présidentielle doit avant tout conforter la théorie du tueur solitaire pour apaiser le peuple. Dans un mémo secret et déclassifié depuis, le procureur général adjoint, Katzenbach, écrit
Le public doit être convaincu du fait qu'Oswald est l'assassin et qu'il n'a aucun complice encore en liberté. Le 24 septembre 1964, après 10 mois de travail, la commission Warren rend ses conclusions. Lee Harvey Oswald a organisé et planifié le meurtre du président à lui tout seul, sans aucun complice. Jack Ruby, son assassin, est également un tueur solitaire. La mort de John Fitzgerald Kennedy a maintenant son récit officiel. Trop facile. Ainsi, les autorités espèrent mettre fin à toutes les théories alternatives au sujet de l'assassinat. Mais au contraire, l'enquête bâclée ne fait que renforcer la suspicion. D'autres enquêteurs, amateurs ou professionnels, se plongent dans les 900 pages du rapport. Ils relèvent des incohérences, des conclusions douteuses ou des incertitudes. Plusieurs éléments troublants viennent entamer la crédibilité de la commission Warren. Petit à petit, les contours d'un vaste complot impliquant d'autres acteurs se dessinent. Oh, c'est le Pizzagate ou quoi? En premier lieu, l'enquête a été volontairement orientée. Tous les témoignages qui divergent de la version officielle ne sont pas pris en compte. Les personnes qui mentionnent un second tireur ou un nuage de fumée en provenance d'une palissade de l'autre côté de la place sont écartées. C'est aussi le cas du policier Robert Craig. L'agent réfute l'idée du tueur solitaire et dit avoir vu Oswald dans une voiture en compagnie d'un complice. Ensuite, des doutes persistent sur l'identification du fusil avec lequel Oswald aurait abattu Kennedy. Selon la commission, il s'agit d'un Carcano, un modèle italien acheté par Oswald. Mais sur les 5 policiers qui ont découvert la planque présumée du tireur, 4 ont déclaré avoir vu un fusil Mauser allemand. De plus, le Carcano retrouvé a été fabriqué en 1940 et il est très usé. L'arme est imprécise, pas fiable pour des tirs à répétition et surtout difficile à manipuler. Le nombre et l'origine des balles tirées sur le président soulèvent eux aussi de sérieux doutes. Pour la commission, 3 coups de feu ont été tirés et une balle unique, dite balle magique, aurait touché à la fois le président, situé à l'arrière de la voiture, et le gouverneur Connally, situé à l'avant du véhicule. Pourtant, cette balle, retrouvée à l'hôpital, est quasi intacte, sans aucune trace de sang. Et le gouverneur Connally en est persuadé. 2 balles différentes l'ont blessé, lui et le président. Il est encore en vie, le. I turned to my left. I was sitting in the jump seat. I turned to my left to look in the back seat. The president had slumped. He had said nothing. Almost simultaneously, as I turned, I was hit. And I knew I'd been hit badly. I knew the president had been hit, and I said, "My God, they're going to kill us all." Pour la commission, les 3 balles correspondent chacune à une douille retrouvée dans la planque supposée d'Oswald. Mais l'enregistrement sonore de la radio d'un motard de la police révèle 4 tirs distincts. L'une des détonations, différente des 3 autres, suggère qu'une balle aurait été tirée face au président et non depuis l'arrière, où se trouvait Oswald. De nombreux témoins affirment également avoir entendu des coups de feu provenant d'une palissade sur la butte herbeuse qui surplombe la place. 15 ans après, c'est grand temps, quoi. L'idée d'un tir face à Kennedy correspond également aux conclusions des médecins de l'hôpital de Dallas, qui considèrent qu'au vu des dégâts, le trou observé dans la gorge de Kennedy est dû à l'entrée d'une balle par l'avant. Enfin, l'élément le plus troublant. La commission n'interroge Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, qu'en juin 1964, soit 8 mois après les faits. Et si Ruby accepte de parler, c'est à condition d'être transféré à Washington. Il dira « Je veux dire la vérité, mais je ne peux pas le faire ici. » La commission refuse son transfert, alors Ruby se tait. Plus déroutant encore, un élément important est complètement omis du rapport, les liens étroits entre Jack Ruby et la mafia. Car Jack Ruby n'était pas un simple résident du Texas.
À Dallas, il côtoyait le monde de la nuit et possédait des clubs de striptease fréquentés aussi bien par des voyous que par la police locale. Dans les mois précédant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il téléphonait régulièrement à des membres de la mafia. Ruby avait même rencontré John Roselli, le bras droit de Giancana, à 2 reprises en 1963. Jack Ruby meurt en prison en 1967. Il ne parlera jamais. Pourtant, c'était bien lui l'homme clé, le lien entre toutes les pièces du puzzle. Le fait qu'il ait tué Lee Harvey Oswald par compassion pour Jackie Kennedy est difficile à croire. Ouais. Il semblerait plutôt qu'il ait été envoyé pour faire taire Oswald. Mission d'autant plus facile à mener que Ruby connaissait très bien la police de Dallas, assez bien pour s'introduire dans le sous-sol du commissariat, au plus près de sa victime. En conclusion, la commission Warren semble passer à côté de la principale piste de l'assassinat de Kennedy, l'implication de la mafia. Mais grâce au travail d'enquêteurs indépendants, cette piste est enfin explorée. L'idée que la pègre ait pu participer au complot est probable, puis possible, puis évoquée clairement. Oswald n'aurait été qu'un pion dans un projet de grande envergure. Il l'a dit, I am a pigeon. Je suis un pigeon. 68. Donc c'est 5 ans après. 5 ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est Robert, son frère cadet, qui est abattu d'une balle dans la tête lors d'une réception organisée à l'occasion de sa victoire à des primaires démocrates. Sur les lieux du crime, la police interpelle un certain Eugene Brading, un homme lui aussi connecté à la pègre. Fait étrange, l'individu était également présent à Dallas le jour de la mort de John Kennedy. Ce soir-là, il avait d'ailleurs rencontré un certain Jack Ruby. Dans les années 1970, l'État américain décide de rouvrir le dossier. 2 nouvelles commissions d'enquête sont créées et des révélations fracassantes sont faites. Les enquêteurs découvrent que la CIA avait conclu une alliance avec la mafia pour tenter d'éliminer Fidel Castro. L'agence centrale de renseignement travaillait donc main dans la main avec des mafieux comme John Roselli et Sam Giancana. La CIA avait également créé un centre d'entraînement pour des exilés cubains anticastristes. Une officine financée en partie par la mafia et dans laquelle s'était rendu plusieurs fois Lee Harvey Oswald. En 1976, une nouvelle commission d'enquête reprend l'intégralité des pièces du dossier. Cette fois-ci, les liens entre Ruby et la mafia ne sont pas laissés de côté. Mais alors que John Roselli s'apprête à parler, il est assassiné quelques jours avant son audience. Quant à Santo Traficante, un ancien parrain de Cuba, suspecté d'avoir personnellement commandité l'assassinat de Kennedy, il refuse tout simplement de répondre aux parlementaires, invoquant le 5e amendement. Il évite ainsi les questions qui pourraient lui faire du tort. Au terme de cette nouvelle enquête, la version officielle évolue. La commission accorde enfin du crédit aux témoignages qui mentionnent un 4e coup de feu et la présence d'un second tireur. Dans un nouveau rapport, les enquêteurs en viennent à la conclusion suivante. Le président Kennedy a vraisemblablement été victime d'une conspiration. Lee Harvey Oswald a bien tiré, mais il aurait été aidé par un ou plusieurs autres complices embusqués. Aucun nom, aucun coupable, aucun commanditaire n'est clairement mentionné dans le rapport. Mais entre les lignes, c'est bien la mafia qui est pointée du doigt, notamment les parrains Marcello, Giancana et Traficante. Il y est écrit ce qu'il en reste, quoi. La mafia avait à la fois un mobile, l'idée et les moyens d'attenter au jour du président Kennedy. Ainsi, la mafia aurait bel et bien orchestré l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis. Et ce, pour 2 raisons principales. D'une part, mettre fin à la répression menée par Robert Kennedy à leur encontre. D'autre part, éliminer toute tentative de compromis avec Castro,
qui lui faisait perdre beaucoup d'argent. En filigrane de l'enquête sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, une autre certitude émerge. Les agences gouvernementales ont commis de graves manquements à leurs obligations. Ni le FBI, ni la CIA n'ont coopéré. Pire, les agences ont tout fait pour brouiller les pistes et ralentir l'enquête. La CIA a volontairement détruit des documents, caché des indices afin de se protéger et de masquer ses activités illégales et son alliance avec la mafia pour tuer Fidel Castro. Du côté du FBI, dirigé par J. Edgar Hoover, il était hors de question de révéler les frasques de Kennedy et les liens de sa maîtresse avec Sam Giancana, quitte à passer sous silence les écoutes des mafiosi au cours desquelles la menace de l'assassinat du président était clairement évoquée. Si l'affaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est si complexe, si ses ramifications sont si diverses, c'est parce que dans les années 1960, en pleine guerre froide et en pleine lutte acharnée contre Castro, tous les coups étaient permis. La mafia disposait d'un grand pouvoir. Elle avait pignon sur rue dans de nombreuses grandes villes. La CIA, agence plongée dans le secret, poursuivait quant à elle ses propres objectifs sans aucun contrôle extérieur. Ni la légalité de ses actions, ni la moralité de ses exécutants ne lui posaient problème. Et le FBI, lui, souhaitait avant tout maintenir l'ordre public, calmer l'opinion et trouver une version officielle qui arrange tout le monde, quitte à taire la vérité. Quant au suspect numéro 1, Lee Harvey Oswald, a-t-il vraiment tiré sur le convoi? Ou a-t-il simplement servi de guetteur? Était-il conscient de tout ce qui se tramait? Ou a-t-il été manipulé? Aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, le mystère demeure. Vous l'aurez compris, la mafia est impliquée dans l'assassinat de JFK. Et parmi les pontes du crime organisé, 2 d'entre eux semblent être au cœur de toutes les intrigues. Santo Trafficante et Carlos Marcello. S'agit-il des véritables instigateurs de l'assassinat? Eh bien, tout laisse penser qu'à oui. Au sujet de Santo Trafficante, un des plus grands mafieux du XXe siècle aux États-Unis, un indice est très intéressant. En 1975, lorsque Sam Giancana est assassiné, le FBI intercepte une conversation téléphonique de Santo Trafficante dans laquelle il dit « À présent, seules 2 personnes sachant qui a tué Kennedy sont vivantes. Elles ne parleront pas. » Par 2 personnes, il veut dire lui-même et le mafieux John Roselli. Mais Santo Trafficante se trompe, car John Roselli a bel et bien décidé de parler. C'est pourquoi Roselli sera à son tour assassiné 1 an plus tard. Quant à Carlos Marcello, un mafieux italo-américain basé à la Nouvelle-Orléans, il faut savoir que l'administration de Robert Kennedy a tout fait pour poursuivre le criminel. Il s'est même retrouvé chassé du pays et a dû fuir au Guatemala en 1961. Il avait donc une haine viscérale envers les frères Kennedy et voulait à tout prix se venger. Bref, vous l'aurez compris, l'affaire de l'assassinat de Kennedy suscite encore aujourd'hui de nombreuses zones d'ombre et de nombreuses théories. Il faut savoir que toutes les archives n'ont pas encore été déclassifiées. Certaines ont d'ailleurs même été déclassifiées en décembre dernier et d'autres seront révélées au grand jour dans les années à venir. Pour ce qui est du témoignage de Jackie Kennedy, qui était présente au moment du crime, il faudra attendre même l'année 2039. Dans tous les cas les amis, c'était un travail d'enquête passionnant. On a passé des mois entiers à faire des recherches historiques, à fouiller dans les archives, à retrouver des photos très rares pour vous concocter cet épisode d'Histoire de guerre. Et comme on voulait mettre les petits plats dans les grands, on a décidé pour cet épisode de faire appel à 2 voix d'exception. On a eu la chance d'inviter Pierre-Alain de Garrigues, que vous commencez à bien connaître, et surtout Benoît Alman, qui n'est autre que la voix française de Morgan Freeman. C'est donc Monsieur Benoît Alman qui vous a narré cet épisode d'Histoire de guerre. C'était un vrai plaisir de le recevoir dans nos bureaux pour procéder à cet enregistrement. Ah, c'est ce qui se passe là. Pas de place au doute. Lee Harvey Oswald est bel et bien l'assassin de John Fitzgerald Kennedy.
J'en profite aussi pour remercier Alice, la comédienne qui a interprété Jackie Kennedy dans cet épisode. Et enfin, comme on n'aime pas faire les choses à moitié chez Mamie Twink, qui dit voix de légende dit aussi bande originale. Pour accompagner la voix suave de Benoît Alman, on a fait appel au groupe Bambou qui nous ont composé une bande originale spécialement pour cet épisode. J'espère Vous avez que fait ça appel aussi, à ça vous Bambou aura plu. ici. Et évidemment, merci aussi à Displate d'avoir Bon, allez, on arrête sponsorisé les cet flops, là, épisode. c'est bon, Je frère. vous rappelle que c'est grâce à ce genre de Ah, c'est partenaire bon, qu'on peut vous vas-y. produire. Moi, je suis ce pas genre de sponsorisé contenu. par Displate. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette conclusion. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais ça a été un tel plaisir de préparer cet épisode que j'avais envie de vous partager un petit peu tous les détails de sa Super, super. Bon, allez, je pense que tu mérites ton petit pouce bleu. Très cool la vidéo, on voit que ça a été bien travaillé, ça fait plaisir. Donc voilà, bon, j'ai pas tout compris, mais ok. Ok. Mais ouais, moi aussi, ce que j'avais vu, je sais que je crois que c'est la veste de la femme de la femme de Kennedy. J'ai oublié son prénom. Elle sera révélée qu'en 2060 ou je sais pas quoi, bah, avec les traces de sang de Kennedy et je sais pas pourquoi. Ah non, pas 2060, 2100 et quelques. Ouais, voilà, il y a des trucs comme ça. J'ai des petites infos. Voilà, vous me dites si jamais vous en avez besoin. Bref, voilà, très sympa, très sympa ce petit documentaire. J'avoue, je connaissais pas du tout Kennedy. Pourtant, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Replay, ça fait toujours plaisir. Le retour des lives sur Twitch, hein, comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à venir si jamais vous voyez la petite notif. Mais voilà, c'était Morissette, je vous dis à la prochaine. Salut.